おい、おでんはどうなったんだよ。花の都にて罪人として亡くなり申した。Hey, salut les Sunnies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va étudier le siècle oublié. On va voir comment Oda construit ses arcs pour ensuite comprendre comment il a pu penser cette histoire qui intrigue tous les lecteurs de One Piece depuis des années. Le schéma actantiel des péripéties de One Piece se retrouve et se répète régulièrement. Il s'agit souvent d'une histoire entre une famille royale bienfaisante et un tyran. Que s'est-il passé lors du siècle oublié? La véritable histoire serait la combinaison du Ryo Poneglyph, certes, mais je pense que notre Eiichiro Oda nous a peut-être laissé nos propres poneglyphes à amener avec nous à la fin du manga. Quoi? J'étais en ces lieux. Je mènerai ce texte jusqu'aux confins de ce monde. Je suis le pirate Goldie Roger. Il s'agit bien de lui. Gold Roger, le roi des pirates. Quand je dis nos propres poneglyphes, en fait, je pense à tout cet aspect voyage qu'il y a dans One Piece. Rayleigh dit à Robin que le jour où ils finiront leur voyage, ils comprendront quelque chose. Je pense que nous aussi, on a quelque chose à comprendre à travers notre voyage. Pour bien comprendre la théorie que je vais vous expliquer, il faut savoir ce qu'est le siècle manquant. Il y a des années de cela, régnait une civilisation qui a été effacée de l'histoire pour mettre en place le gouvernement mondial. Cela ne vous rappelle rien? Je suis sûr que vous avez déjà vu cette trame quelque part. Connaissez-vous le royaume d'Alabasta? C'était l'un des plus grands pays civilisés de Grand Line. Le pays régnait autrefois. Oh! Plus que les événements d'Alabasta, le schéma actantiel de One Piece répète souvent la trame suivante. Un royaume dirigé par un grand clan millénaire, un antagoniste qui prépare un plan, il renverse le roi par une humiliation, on assiste à la chute de l'ancien royaume et le nouveau tyran prétend apporter un royaume idéal. Et comme je suis quelqu'un de génial, je vais vous prouver ce que je dis en citant des exemples. Effectivement, ce schéma-là, c'est ce qu'on retrouve entre Beudle et Baggy à Orange, c'est aussi ce qu'on retrouve évidemment entre Doflamingo et le clan Riku à Dressrosa, mais on le voit aussi à Skypiea entre Ganfort et Ener. C'est ce qui se passe à Drum entre Wapol et l'ancien roi. Après là, c'est beaucoup plus compliqué et je pense qu'on pourrait s'attarder pour faire une théorie tout entière sur l'arc de Drum. Au final, pour moi, c'est vraiment des éléments qu'il faut pas prendre à la légère, dans la mesure où je pense pas que ça soit fait par hasard. Je pense que Oda cherche à nous faire passer un message. En tout cas, c'est sa façon d'écrire les arcs et une histoire. C'est quelque chose qui se répète et comme disait Karl Marx, celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre. Très bien, si on accepte l'idée qu'Oda écrit avec un certain schéma, un schéma actantiel comme n'importe quelle histoire, alors on peut commencer à essayer de comprendre comment a été construit le siècle oublié. On va partir sur 4 points. Premièrement, le monde était dirigé par un clan bienfaisant. Deuxième point, un antagoniste dans l'ombre se met à fourmenter un plan. Troisième point, il renverse et envoie dans l'oubli l'ancien clan. Quatrième point, il prétend et instaure un gouvernement idéal. Si on arrive à définir ces 4 points, alors je pense qu'on a un premier élément de résolution sur le siècle oublié. Donc là, l'idée, c'est vraiment de définir chacun de ces points pour comprendre les enjeux de cette période datant de 800 ans. Mes recherches m'ont mené au point suivant. Plus que le schéma, chacun des arcs nous parle d'un point spécifique du siècle manquant. Dressrosa traite de l'oubli. Alabasta des armes antiques, l'île des hommes poissons de la guerre qui aurait dû se produire mais qui a échoué, Skypiea de l'humiliation que l'histoire en a produite. Et donc Wano Kuni, selon moi, serait le plan de renversement. Au final, Wano Kuni, c'est l'histoire entre Oden, représentant des Kozuki, qui se fait renverser par Orochi, l'antagoniste de l'ombre. Et dans cette histoire, entre une noblesse qui fait prospérer son pays et les dragons que sont Orochi et Kaido, je pense qu'on a le contexte du siècle manquant. Je dirais même plus qu'Oden est une métaphore de Joy Boy, Orochi est symbolisé par Im. Mais là vous me direz, attends, mais Im, il est présent maintenant, il n'a pas pu vivre 800 ans. Que nenni mes amis. その者たちが何らかの敵に敗れ滅亡したと仮定するならば、敵はその後の歴史に生き残っておるはずじゃ。On voit bien que le professeur Clover parle d'un ennemi qui aurait survécu dans l'histoire. Faites attention. Donc je pense qu'il est devenu immortel grâce au Ope Ope no Mi. C'est pas une idée incroyable, mais ça m'a l'air d'être le plus logique.
Donc maintenant, on a défini la dynastie, c'était Lady, on a défini l'antagoniste qui fourmentait un plan dans l'ombre, Im-sama. Maintenant, il faut savoir comment Im a pris le pouvoir sur Joy Boy. Et c'est là qu'intervient l'histoire de Wano Kuni. Que savons-nous de Joy Boy ? C'est un tailleur de pierre qui lui aussi a fait le tour du monde. Sa rencontre avec Poséidon est un indice qui permet d'avancer cette idée. Effectivement, il a rencontré la princesse Sirène. D'ailleurs, avant la fin de sa vie, Joy Boy, de la même façon qu'Oden, enverra une lettre d'excuse à cette femme, lui expliquant qu'il ne pourra pas tenir sa promesse, mais garantissant son exécution dans l'avenir, encore une fois, de la même façon qu'Oden. Enfin, dernier point qui le lie à Oden, c'est qu'il aura vu son histoire effacée par son adversaire. Donc, le bilan que j'en fais, c'est que pour moi, Joy Boy, c'était quelqu'un qui rêvait de liberté, qui avait absolument besoin de découvrir le monde, mais qui se retrouvait coincé par sa position de chef du clan d'Eiji. Il décidera néanmoins de parcourir le monde, mais pendant ce temps, Im-sama fera alliance avec les 40 autres rois du monde, renversera le clan d'Eiji et formera le gouvernement mondial. Seule la nation d'Alabasta, restant fidèle à Joy Boy, décidera de ne pas les rejoindre. C'est d'ailleurs pour ça que cette nation dispose d'un poneglyphe. Toki Kozuki, ayant entendu la prophétie de Joy Boy, décidera, elle, de se rendre 800 ans dans le futur. Et ouais, tout s'explique. Ouais, je crois que je vais arrêter de faire la musique de l'exorciste. À sa mort, Joy Boy aurait fait une prophétie. Il aurait déclaré à Im qu'un jour le porteur de la volonté du Di viendrait rétablir l'équilibre dans ce monde. C'est pourquoi Im, de la même façon qu'Orochi craint les fourreaux rouges, craint ces lumières porteurs du Di et cherche à tout prix à les effacer de l'histoire. 歴史より消すべき灯火がまたお決まりでしょうか。 Enfin, et le plus important, il y a un dernier point dans le schéma actantiel d'Oda dont je n'ai pas parlé. C'est l'arrivée des Mugiwara et de Monkey D. Luffy. Effectivement, Luffy arrive dans le pays dirigé par le tyran et restitue le gouvernement en place. Étant donné que One Piece est l'histoire d'un jeune garçon qui cherche à devenir le roi des pirates, la dernière dynastie qu'il va rétablir sera la sienne.